Sur cette réunion à Madrid, avec d'autres partis qui composent le groupe des Patriotes pour l'Europe, est-ce que tout cela affaiblit, puisque vous en êtes spécialiste, la droite traditionnelle qui est représentée par le Parti populaire européen, le PPE, qui jusqu'à présent était très fort? Alors, le PPE, depuis de nombreuses années, est en déclin électoral et on le voit dans les différents pays, que ce soit aux élections nationales ou que ce soit sur les élections européennes. Sur les élections nationales, avant le PPE, quand vous prenez au début des années 2010, dominait l'ensemble des pays européens. Il dominait l'Allemagne, la France avec Nicolas Sarkozy et un certain nombre de pays. Aujourd'hui, les différents partis qui composent le PPE sont en difficulté. En Allemagne, c'est Olaf Scholz qui est chancelier. En France, c'est Emmanuel Macron. Et en Italie, c'est Giorgia Meloni. Donc, vous avez un déclin des droites au niveau national. De la même manière, au niveau européen, le PPE qui dominait les élections européennes depuis la fin des années 90 et depuis la fin du mandat de Jacques Delors est en déclin électoral d'une part parce qu'il est concurrencé par le centre, et un nouveau centre qui peut être symbolisé par Emmanuel Macron, et également parce que vous appelez les droites nationales ou extrême droite avec l'apparition de Giorgia Meloni, de Viktor Orban et de l'apparition de figures populistes comme Marine Le Pen en France. Donc là, ça, évidemment, ça affaiblit la droite. Et le sujet qui est posé aujourd'hui en Europe et sur les différents points, c'est est-ce que la droite doit partir davantage au centre ou doit faire des alliances avec l'extrême droite. On a vu par exemple qu'en Italie que l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi avait fait alliance avec Giorgia Meloni. En Suède, la droite traditionnelle a fait également alliance avec l'extrême droite. Et en Espagne, par contre, c'est un autre modèle qui a été repris. Ça veut dire que le Parti populaire espagnol a non pas fait alliance avec l'extrême droite, mais a repris les thèmes de l'extrême droite pour sillonner ses voix, comme ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007 avec Jean-Marie Le Pen. La victimisation, qui était la posture qu'elle avait adoptée après le réquisitoire ou pas? Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet, effectivement, que vous soulignez, qui est une stratégie de communication et une stratégie qui est judiciaire. Sur la stratégie judiciaire, tout dépend de la peine prononcée par les juges. On va admettre deux scénarios. Le premier, c'est qu'il y ait une éligibilité, mais sans exécution provisoire. Dans ce cas-là, Marine Le Pen fera appel, ce qui permettra de faire suspendre la décision jusqu'à éventuellement l'élection présidentielle. L'autre point, et qui est probable et qu'on ne peut pas écarter, c'est que le juge décide de suivre le réquisitoire du parquet et décide de prononcer une mesure exécutoire assortie à la peine d'inéligibilité. Dans ce cas-là, Marine Le Pen a deux stratégies possibles. Soit elle laisse filer cette élection, elle met en place Jordan Bardella, soit elle décide de combattre le terrain sur le terrain judiciaire avec deux possibilités de recours. La première, c'est que, vu les délais d'appel, il n'est pas impossible que l'appel ait lieu avant l'élection présidentielle, donc avant l'élection d'avril et mai 2027. Et l'autre possibilité aussi, c'est de demander un recours et une QPC au Conseil constitutionnel pour voir si la peine d'inéligibilité s'applique également à l'élection présidentielle. C'est le politologue Benjamin Morel qui dit qu'il y a une possibilité pour que le Conseil constitutionnel puisse quand même l'autoriser, même en cas d'inéligibilité à la sortie de mesure d'exécution provisoire, à être candidate à l'élection présidentielle. Ensuite, après, sur la stratégie de communication, vous faites bien de le rappeler, on voit bien que depuis que Marine Le Pen a subi un réquisitoire qui est très lourd contre elle en termes de chef d'accusation et même en termes de peine, et ben Marine Le Pen a décidé de changer de stratégie, alors qu'elle faisait plutôt une stratégie de dédiabolisation et de notabilisation de son parti en refusant de censurer Michel Barnier. Le réquisitoire du parquet a fait qu'elle a changé de stratégie, qu'elle est dans une opposition qui est beaucoup plus frontale face au bloc central allié aux Républicains, dans la mesure où elle a censuré Michel Barnier, et on voit bien qu'elle pose des lignes rouges qui sont de plus en plus dures pour montrer une véritable démarcation avec les gouvernements de Michel Barnier et de François Bayrou pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une partie de son électorat est dans l'opposition et souhaite la fin d'Emmanuel Macron et de François Bayrou. Et l'autre point aussi, c'est que vous ne pouvez pas laisser pour Marine Le Pen, et vous l'évoquez précédemment, la droite se reconstituer. Et vous avez actuellement une figure qui est ministre de l'Intérieur et qui est populaire et qui peut éventuellement marcher sur cette terre électorale si par cas elle est affaiblie politiquement et judiciairement. Eh ben, on n'est pas sur le même tableau. Tout à fait raison, je suis d'accord avec Madame Fritel, parce qu'en fait, moi, quand la première fois que j'ai suivi la politique, c'était sur l'affrontement entre Jean-François Copé et François Fillon. Donc en fait, à partir de là, on peut tirer plusieurs enseignements, notamment pour une éventuelle guerre des chefs à la présidence de LR entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Des premières analyses qu'on voit, c'est qu'en fait, Bruno Retailleau est effectivement plus populaire que Laurent Wauquiez auprès des sympathisants de droite. Mais comme ça a été rappelé,
ce ne sont pas les sympathisants de droite qui vont aller voter cette élection, c'est uniquement ceux qui sont encartés. Donc ça veut dire à peu près un panel de 40 000 électeurs qui sont toujours à jour de cotisation et qui sont effectivement adhérents chez des républicains et qui n'ont pas exactement la même sociologie, les mêmes envies et les mêmes motivations de vote que l'ensemble des sympathisants. Donc les sondages qui sont faits sur l'ensemble des Français ou sur l'ensemble des électeurs de droite n'est pas vraiment pertinent. L'autre point aussi qui est important, c'est de voir où est-ce qu'ils sont localisés, en fait, ces adhérents. Et en fait, vous voyez à peu près dans les premières enquêtes et les premiers chiffres qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ils sont surtout adhérents dans les endroits qui sont des bastions forts de leur invoqué. Ils sont adhérents en Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont adhérents dans le sud-est, alors que dans les endroits comme chez Bruno Retailleau, dans les pays de la Loire ou plutôt dans le nord, dans la région de Gaillet-Bertrand, il n'y a pas beaucoup d'adhérents. Donc en fait, ceux-là ne pourront pas aller voter, ne pourront pas aller soutenir Bruno Retailleau. Et dernier point, je pense que c'est ça le sujet le plus important pour la droite, c'est que la droite commence de nouveau à avoir des victoires électorales à Villeneuve-Saint-Georges contre Louis Boyard, là vraisemblablement demain à Boulogne-Billancourt dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Donc la droite recommence à retrouver une utilité et un espace politique. Si la droite commence à retrouver une utilité auprès des Français, commence à retrouver la confiance des électeurs qu'ils ont perdu vers Emmanuel Macron et vers Marine Le Pen, mais qui commencent déjà à faire une guerre des chefs, peut-être que ces électeurs qui ont commencé à revenir, qui commencent à regarder de nouveau la droite comme une solution viable pour 2027, vont se détourner d'eux en se disant à chaque fois qu'il y a un enjeu, à chaque fois qu'il y a un intérêt, ils préfèrent leur petite personne plutôt qu'à l'intérêt collectif. C'est pas vraiment digne d'un parti gaulliste que de faire une guerre des chefs, alors vu la situation politique et éventuellement l'instabilité politique qu'on connaît actuellement. Danse aujourd'hui ou pas? Si Bruno Retailleau est effectivement candidat à la présidence de LR, je suppose que c'est pas uniquement pour reconstruire le parti, en tout cas refaire le lien avec les fédérations et avec les militants, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Ensuite, après, est-ce que c'est une évidence? Je pense qu'il faut distinguer, et on voit bien notamment que le ministre qui peut être populaire un jour peut être plutôt impopulaire ou en difficulté dans les sondages le lendemain. Je prends un exemple très précis. Gabriel Attal était la superstar de la Macronie il y a quelques mois et il y a encore quelques semaines, et on voit bien aujourd'hui qu'il est plutôt en baisse dans les sondages et qu'il accuse un retard très important pour être le candidat du centre et de l'après-Macron, derrière Édouard Philippe, notamment dans les enquêtes d'opinion et dans les enquêtes qualitatives également, lorsqu'on voit s'il a la capacité et l'autorité pour devenir président de la République. Donc Bruno Retailleau, qui est populaire aujourd'hui, il est populaire comme ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français le jugent sur son action comme ministre de l'Intérieur, le jugent sur son action d'homme politique, mais ils ne le jugent pas encore comme candidat de la droite. Dans les différentes enquêtes qu'on voit, il n'y a aucune enquête où on voit Bruno Retailleau en termes d'intention de vote à la prochaine élection présidentielle. Est-ce qu'il ferait véritablement mieux que Laurent Wauquiez dans les enquêtes d'opinion? Donc moi, je mets quand même un doute dessus, notamment parce que l'échéance présidentielle se situe dans longtemps et que d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Autre point aussi qui va être important, qui va être jugé pour Bruno Retailleau, c'est est-ce qu'il va avoir des résultats place Beauvau? Si on pouvait avoir une appréciation positive de son début de mandat en disant en 3 mois, il ne pouvait pas faire grand-chose, il ne pouvait pas agir concrètement sur la sécurité, sur l'immigration, avec les derniers événements, notamment l'accord de non-censure avec le Parti socialiste, il est probable que Bruno Retailleau effectue quasiment 1 an de mandat place Beauvau. Donc à ce moment-là, il sera jugé sur des résultats avec des chiffres qui vont être donnés sur les chiffres de l'immigration, sur les chiffres de la sécurité. Et là, peut-être que sa popularité pourrait également s'effriter dans la mesure où il ne pourrait pas avoir de résultats et d'actions sensibles qui permettent de changer le quotidien des Français. Il a raison, le chef de l'État, d'organiser ce sommet à Paris, de vouloir faire de la France un pays en pointe sur le sujet et qui n'a pas peur de la lutte? Oui, Emmanuel Macron a quand même lancé sa campagne de 2017 en voulant incarner la Startup Nation, et notamment lorsqu'il a été élu président de la République, s'était opposé à Donald Trump sur Make Our Planet Great Again pour attirer des chercheurs étrangers et donc pour renforcer l'attractivité de la France d'un point de vue économique et fiscal, mais également dans la guerre de la lutte des cerveaux pour pouvoir attirer les meilleurs talents étrangers. C'est cohérent aujourd'hui qu'ils veuillent faire de même sur la question de l'intelligence artificielle, d'autant que quand même l'Europe subit un véritable décrochage technologique par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine et par rapport aux différentes problématiques qui sont évoquées, c'est-à-dire la question des droits, la question des difficultés par rapport à l'IA et par rapport à toutes les nouveautés. Il y a quand même une règle qu'on sait actuellement avec notamment les réseaux sociaux qui sont inspirés et qui ont été créés par les GAFAM, c'est que c'est les entreprises les plus puissantes et les pays les plus puissants qui imposent leurs règles au monde entier. On le voit notamment avec la polémique portée sur Elon Musk et sur Twitter. Aujourd'hui, c'est Elon Musk et Twitter qui décident de la réglementation et c'est l'Europe qui subit la réglementation et les règles d'Elon Musk parce qu'elle a été en incapacité de pouvoir créer sa propre plateforme. Il y a 3 modèles qui sont possibles. Soit vous faites à peu près comme les pays asiatiques, éventuellement comme la Chine, et vous fermez votre espace intérieur aux technologies étrangères, c'est ce qu'a fait la Chine avec Facebook et Instagram. Soit
vous acceptez les règles du jeu américaines et vous n'avez pas votre propre modèle, soit vous faites ce que propose le président de la République Emmanuel Macron et vous décidez de lancer vos propres modèles pour pouvoir concurrencer les pays étrangers avec nos normes, notre façon de faire et notre façon de voir l'utilisation de la technologie. Et la question qui est posée, je pense, aux Français et aux Européens est la suivante. Est-ce que vous voulez continuer à réglementer et donc à subir la loi américaine, ou est-ce que vous voulez imposer votre propre loi pour ne pas subir celle de Donald Trump et celle d'Elon Musk? Les Émirats arabes unis pour un data center gigantesque, est-ce que ça n'est pas contradictoire, en tout cas aux yeux de l'opinion? Mais celle que vous avez à long terme. À court terme, effectivement, ça peut apparaître comme contradictoire, mais à long terme, les bienfaits pourront être importants. Comme je le rappelais tout à l'heure, en fait, le sujet essentiel, c'est que celui qui détient la technologie, celui qui est en avance technologique par rapport aux autres, est celui qui détermine les règles. On va prendre quelque chose de plutôt simple. Aujourd'hui, sur plusieurs paramètres, sur les paramètres, par exemple, économiques, l'Union européenne est en retard technologique par rapport aux États-Unis. En 2006-2007, on avait à peu près le même PIB entre l'Union européenne et les États-Unis, et aujourd'hui, les Américains ont 2 fois plus de PIB que nous. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? C'est que les Américains ont eu des gains de productivité importants grâce aux nouvelles technologies, notamment grâce aux GAFAM. Et cette productivité leur permet d'être une superpuissance économique et donc leur permettent aujourd'hui de pouvoir rivaliser, d'imposer leurs règles économiques sur l'ensemble du monde entier. On le voit lorsque Donald Trump impose des tarifs douaniers importants aux autres pays. L'autre paramètre aussi qui est important, c'est la question des règles technologiques. Et on voit bien aujourd'hui que les pays qui imposent leurs règles technologiques sont ceux qui détiennent la technologie, notamment les États-Unis principalement et également la Chine qui sont le principal concurrent. L'autre paramètre que vous évoquez est celui de l'utilisation et donc de l'économie responsable et du développement durable. Tout dépend de l'utilisation que vous faites de l'IA. Si on considère que l'IA est un appui, est un atout pour avoir des gains de productivité, pour également avoir des améliorations de l'écosystème et également pouvoir aider et soutenir l'économie et l'écosystème que vous avez actuellement, vous pouvez réduire à terme et améliorer votre bilan carbone sur des exemples qui sont très concrets. Un gain de productivité fait dire qu'en fait, un travailleur peut produire beaucoup plus avec beaucoup moins de temps. Si vous faites travailler moins les gens et s'ils produisent davantage, eh ben, vous avez forcément un bilan carbone qui est réduit. De la même manière, si une industrie est soutenue par l'intelligence artificielle, elle sera effectivement plus efficace et moins négative en termes de bilan carbone. Et vous pouvez faire à peu près la même chose sur tous les secteurs économiques, sur tous les secteurs industriels et tous les secteurs militaires qui sont éventuellement dépensiers en bilan carbone. Laurence